messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous familiarisons et nous traiterons un thème et un sujet d'une importance capitale et d'une utilité essentielle et primordiale qui touche le devenir et la pérennité et la continuité de l'entreprise. Il s'agit du terme la croissance et plus précisant les modalités de la croissance, c'est-à-dire كيفيات وشروط النمو. Donc ce thème est divisé en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la croissance interne et le deuxième sous-thème, c'est la croissance externe. Pardon. Dans le premier sous-thème, on va étudier et traiter la problématique de la croissance interne en induisant ses avantages et ses inconvénients. Dans le deuxième sous-thème, la croissance externe, on va étudier et traiter les modalités de regroupement, qui est subdivisé en procédures juridiques et en procédures financières. Puis, les avantages et les conditions de réussite de la stratégie de croissance externe. Et finalement, nous connaîtrons les avantages et les inconvénients de la croissance externe. Donc, on va commencer notre sujet, c'est-à-dire les modalités de la croissance, شروط وكيفيات النمو. Donc, on distingue généralement deux types de croissance. Les types de croissance. La stratégie de croissance, donc la stratégie de croissance interne et la stratégie de croissance externe. Donc il y a deux types de croissance, la croissance interne et la croissance externe. Premièrement, le premier sous-thème, c'est la croissance interne. Elle consiste en la création par la firme ou l'entreprise d'une capacité nouvelle. Il s'agit souvent d'une capacité de production, par exemple une nouvelle chaîne d'assemblage d'Airbus à l'aérospatiale, mais elle peut être d'une autre nature, par exemple la capacité de recherche, création d'un laboratoire de bio-ingénierie chez Rambouillet, ou capacité de commercialisation, ouverture d'une filiale de vente par Peugeot au Japon. Bien évidemment, l'entreprise n'élabore pas elle-même tous les éléments de sa croissance. Par exemple, elle acquit généralement les machines auprès de fournisseurs extérieurs. Mais elle conçoit tout ça même et réalise leur regroupement en un ensemble productif, une usine dont il convient d'acquérir le terrain et les bâtiments. La croissance interne entraîne donc généralement un paiement sous forme de liquidité. Il est alors nécessaire que la firme possède des ressources monétaires. Si tel n'est pas le cas, on recourt alors au second type, c'est-à-dire la croissance externe. La figure suivante nous montre ou nous indique les avantages et les inconvénients de la croissance interne. Donc un tableau divisé en deux colonnes. Donc dans la première colonne, les avantages de la croissance interne. Dans la deuxième colonne, les inconvénients de la croissance interne. Parmi les avantages de la croissance interne, on cite
une meilleure utilisation des ressources financières. Deuxièmement, une culture d'entreprise renforcée. Un développement progressif, يعني تطور تدريجي. Donc mieux maîtrisable. Valorisation de l'expérience acquise. Image de bâtisseur. Pour les inconvénients, la lenteur de la croissance. Deuxièmement, riposte vive de la concurrence. يعني رد فعل نشيط للمنافسة. L'émergence d'obstacles humains et organisationnels dans l'entreprise. يعني بروز العوائق الإنسانية والتنظيمية في المؤسسة. L'ampleur de financement يعني ضخامة التموين. B. La croissance externe. Le processus de croissance externe implique une relation entre plusieurs entreprises et entraîne un transfert d'actifs existants d'un acteur vers un autre. Il s'agit en effet du regroupement intégral يعني التجميع التكاملي ou partiel أو جزئي de deux ou plusieurs entreprises. Le premier sous-thème c'est-à-dire de la modalité ou de la croissance externe, on cite les modalités de regroupement, يعني كيفيات أو شروط التجميع. Les modalités de regroupement s'analysent selon deux types de procédures, financières et juridiques. Premièrement, les procédures juridiques, يعني الإجراءات القانونية. Premièrement, la fusion, الإدماج, est l'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises A, B réunissent leurs actifs pour créer une société nouvelle C. Donc voilà le schéma. Exemple, la société A, la société B et la société C. Donc, la société A avant la fusion et la société C après la fusion. يعني قبل الإدماج وبعد الإدماج. Deuxièmement, l'absorption, l'imtisas, consiste en la réunion d'entreprises d'inégale dimension. L'une des sociétés, la société absorbante A, absorbe l'autre, c'est-à-dire la société absorbée B, qui disparaît. Les actionnaires de cette dernière, هذه الأخيرة, reçoivent ou en contrepartie, في المقابل, les titres nouvellement émis par A. Exemple, la société B, la société A. Donc, la société A après l'absorption et la société A et B avant l'absorption. Troisièmement, l'apport partiel d'actifs, يعني المساهمة الجزئية للأصول. Une société A apporte à une société B une partie homogène de ses actifs, يعني جزء متجانس من الأصول من أصولها en échange de titres nouveaux de cette dernière. Exemple, la société A, la société B, la société A et la société B. La société A et la société B, c'est avant l'apport, et ici, après l'apport. Donc cette situation se rencontre surtout dans le cadre des
restructuration d'entreprises, conduisant à un recentrage et à un تركيز sur les métiers de base, على يعني المهن الأساسية. Aussi, il y a les accords de coopération qui peuvent prendre la forme d'accords commerciaux ou d'accords de développement de nouveaux produits. Aussi, il y a les groupements d'intérêt économique, les JE, les groupements d'intérêt économique, dont l'objectif peut être de confier une partie des fonctions classiques à des sociétés extérieures. Des outils nouveaux sont alors apparus, le sémage, le capital risque, etc. L'intérêt est de rester centré sur son savoir-faire, de garder une certaine souplesse de structure et une capacité de réaction rapide, de dégager une rentabilité élevée grâce aux besoins limites en fonds propres. Deuxièmement, les procédures financières. C'est à travers de ces procédures que la croissance sera mise en œuvre. On peut distinguer quatre types. Premièrement, la négociation bi- ou multilatérale. يعني المفاوضات الثنائية أو المتعددة أو المتعددة. C'est une forme de négociation directe que l'on rencontre lorsque la société qui fait l'objet de l'acquisition n'est pas cotée en bourse et ou lorsque le capital est concentré entre les mains d'un ou plusieurs porteurs connus. La démarche est alors la suivante. Premièrement, approche du partenaire, l'audit diagnostic et évaluation de la société, projet d'accord et protocole d'accord et signature. Deuxièmement, le ramassage boursier. Cela concerne les sociétés dont le capital est très dispersé dans le public. La société A qui souhaite prendre le contrôle de la société B se porte acquéreur quotidiennement de titres de la société B et se constitue peu à peu une minorité de contrôle. Il y a aussi l'offre publique d'achat, l'OPA, l'offre publique d'achat. La société s'adresse publiquement aux actionnaires de la société B pour leur proposer le rachat d'une quantité déterminée de titres à un cours garanti, c'est-à-dire supérieur à la cotation au jour de l'offre, payé en espèces durant une période de 1 à 3 mois sous la condition que le nombre d'actions fixées soit atteint à la date de la clôture. Aussi, il y a l'offre publique d'échange, l'OPE. Le principe est le même que celui de l'OPA, mais l'acquéreur propose ses propres titres, c'est-à-dire les actions, des obligations convertibles nouvellement émises en échange de ceux de l'entreprise dont il souhaite prendre le contrôle. Deuxièmement,
Quels sont les avantages et les conditions de réussite de la stratégie de croissance externe? Parmi les avantages, nous pouvons noter la rapidité d'action. Elle permet effectivement d'être présent très rapidement sur un nouveau marché ou avec un nouveau produit. Deuxièmement, la possibilité de contourner les barrières à l'entrée dans la nouvelle activité et les réactions des concurrents déjà en place. Troisièmement, la maîtrise d'un savoir-faire. L'entreprise qui rachète bénéficie en effet de l'expérience, de la compétence et éventuellement des brevets de l'entreprise déjà en place. Quatrièmement, la réalisation d'économies d'échelle. تحقيق الاقتصاد السلمي. Quelle que soit l'origine de la démarche de croissance externe, volonté permanente de l'équipe dirigeante ou opportunité, celle-ci ne peut réussir qu'à condition que l'analyse en amont soit bien exécutée, pertinente et de qualité et permettre de constater la compatibilité avec la stratégie de l'entreprise, sa structure et sa culture, sinon gare au déboire. Le rachat de petits bateaux par Yves Rocher en témoigne. Exemple, Ciba et Sandoz, les deux groupes pharmaceutiques suisses fusionnent pour améliorer leur part de marché et surtout faire cause commune devant l'ampleur des investissements en recherche nécessaires. Donc, ce tableau suivant nous indique quels sont les avantages et les inconvénients de la croissance externe. De même que la croissance interne, un tableau est divisé en deux colonnes. La première colonne, c'est les avantages de la croissance externe. La deuxième colonne, c'est les inconvénients de la croissance externe. Parmi les avantages de la croissance externe, la rapidité du montage, faible réaction des concurrents, ne remonte pas l'offre globale, possibilité de diversification, démonstration des capacités d'agir et emploi du levier financier. Pour les inconvénients de la croissance externe, on cite risque de synergie négative, incertitude sur le prix de l'entreprise rachetée, l'inadaptation de la cible aux objectifs stratégiques, difficulté d'intégrer l'entreprise rachetée dans le groupe, culture d'entreprise menacée, image de leader d'opportuniste. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions et ces définitions sont bien maîtrisées, sont bien assimilées et sont bien comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Merci beaucoup. Avec vous, le professeur Monsieur Kefif Mohamed.